Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Ital Passion. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient absolument tout le temps. Commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, je reçois tout le temps des messages. Maserati, la boîte F1, est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est chère à entretenir? Est-ce qu'il vaut mieux prendre une boîte ZF par sécurité? Toutes les questions que vous m'avez posées après ma vidéo sur les 7 ans en Maserati Gran Turismo. Et pour y répondre, j'ai invité quelqu'un qui s'y connaît vraiment très bien, Nicolas du garage Briago, près de Bordeaux, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de Nicolas Volant Moteur sur Facebook ou encore Nico, le mécano qu'il te faut. Donc salut Nicolas, merci d'être là. Salut à toi et merci à Ital Passion de me permettre de m'exprimer à ce sujet. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton parcours, pourquoi les Maserati? Alors je suis Nico, le mécano qu'il te faut, spécialiste Ferrari Maserati à côté de Bordeaux et je suis le dirigeant du garage Briago. On va rentrer dans le vif du sujet, la boîte F1. Pour les gens qui ne connaissent pas du tout, c'est quoi exactement? Parce que beaucoup pensent que c'est une boîte automatique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? La boîte F1 n'est pas une boîte automatique, c'est une boîte mécanique qui a été robotisée. Donc il y a un actuateur hydraulique qui va passer les rapports pour toi, donc l'engagement et la sélection. Et ensuite il y a également une butée hydraulique qui va débrayer et embrayer pour toi. Et il y a tout un système qui va permettre que tout ça fonctionne parfaitement. Et justement, le grand mythe que j'entends partout, c'est que la boîte F1, c'est une catastrophe, une bombe à retardement, que c'est pas fiable. Est-ce que tu valides ou est-ce que tu nuances? Alors non, clairement, je ne valide pas du tout. La boîte F1 n'est absolument pas une bombe à retardement. C'est une boîte déjà extraordinaire qui donne des sensations incroyables, mais qui réclame par contre, bien évidemment, un entretien suivi et régulier. Alors, parlons des pannes concrètes. Toi qui en vois passer dans ton garage tout le temps, quels sont les problèmes les plus récurrents sur une Grande Turismo avec une boîte F1? Les pannes concrètes, en fait, c'est toujours la même chose. Les symptômes sont toujours les mêmes. C'est souvent, je n'arrive pas à engager un rapport, j'ai un rapport éventuellement qui saute ou la voiture patine, etc. En gros, bien évidemment, des problèmes de passage de vitesse. Sauf que la cause peut être vraiment multiple. C'est pour ça qu'il faut tout le temps faire un diagnostic sérieux avec les outils adaptés pour pouvoir cibler telle ou telle pièce, bien évidemment, et ne pas changer des pièces au doigt mouillé comme ça au hasard en espérant que ça fonctionne. On voit souvent sur internet les gens dire ah ben c'est la pompe F1. Oui, alors tu peux avoir en effet par exemple la pompe F1 qui dysfonctionne. Tu vas remplacer ta pompe F1 et quelques temps après, tu auras encore un problème de pompe F1. Ouais, parce qu'en fait, tu auras solutionné la conséquence, mais pas la cause, parce que peut-être que ta pompe F1, elle fait un nombre de cycles beaucoup trop important, ce qui fait qu'elle grille, parce qu'en fait, ton accumulateur de pression, lui, il est HS, il est mort. Donc en fait, la pompe F1 n'est que la conséquence. Donc il n'y a pas vraiment de panne type, c'est un système quand même qui est globalement fiable. Il faut quand même pas oublier que sur par exemple une Gran Turismo qui serait de 2010, c'est un système qui a déjà, là en l'occurrence en 2026, donc 16 ans, donc avec des électrovannes, avec un accumulateur de pression, avec de l'huile hydraulique qui a parfois été pas forcément changée au bon moment, un entretien et un suivi qui n'a pas forcément tout le temps été fait. C'est en ça, en fait, que réside, je pense, la mauvaise réputation des boîtes F1. L'embrayage, c'est le sujet qui revient tout le temps. À quel kilométrage en moyenne il lâche? Et est-ce que c'est inévitable ou est-ce que ça dépend vraiment de l'utilisation? Remplacement de l'embrayage, oui, bien évidemment, c'est un sujet. Alors, sur les grands Turismo, on peut faire une moyenne, mais on peut trouver une Gran Turismo qui va avoir son embrayage changé très rapidement et une autre pas du tout. Parlons chiffres. En moyenne, on se retrouve à faire des embrayages sur les grands Turismo autour des 80 000 km. Mais attention, je parle bien ici de moyenne. J'ai déjà vu des grands Turismo avec 160 000 km avec leur embrayage d'origine. Comme j'ai déjà vu des grands Turismo avec 50 000 km avec un embrayage rincé. Ça va dépendre bien évidemment beaucoup de l'utilisation. Si vous avez par exemple quelqu'un qui habite Bordeaux Centre ou Paris même, évidemment, il va user son embrayage beaucoup plus vite. Pareil, s'il doit sortir d'un parking souterrain à froid, il va user son embrayage beaucoup plus vite. Et quelqu'un qui va habiter, lui, en pleine campagne, va user son embrayage beaucoup moins vite. Mais ça, c'est une lapalissade. C'est exactement pareil sur n'importe quelle voiture, qu'elle soit d'ailleurs même en boîte mécanique, hein, où les usures d'embrayage sont différents en fonction de l'utilisation du véhicule. Et les variateurs de phase, c'est quoi? Parce que là aussi, c'est quelque chose qui revient souvent comme point de vigilance à l'achat.
Alors là, on parle d'un autre sujet des variateurs de phase qui peuvent toucher bien évidemment les voitures avec des boîtes F1 ou les voitures avec des boîtes ZF. Donc, à quoi sert un variateur de phase? Elle sert en fait à donner de l'avance ou du retard à l'ouverture de la soupape d'échappement ou d'admission. Là, en l'occurrence, sur les Gran Turismo, les variateurs de phase ne sont uniquement que sur les soupapes d'admission. Donc, ça permet de mettre de l'avance ou du retard à l'ouverture de la soupape d'admission. Donc ce système-là, en effet, sur les premières Maserati et Gran Turismo, principalement avant 2010, eh bien, pose problème. On peut surtout les répertorier, les numéros moteurs avant le numéro 148 697. Voilà, donc si vous avez un numéro moteur qui est avant 148 697, il y a de fortes chances pour que vous soyez concerné par ce problème de variateur de phase qui peut arriver ou pas d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des voitures qui roulent parfaitement sans problème et il y a des voitures qui le font. Là aussi, c'est une question d'entretien entre une voiture qui va avoir une vidange tous les 3-4 ans et une vidange qui va être suivie régulièrement chaque année chez un spécialiste. Ça peut clairement faire la différence. On va maintenant parler argent, parce que c'est souvent ce qui fait peur. Un changement d'embrayage sur une boîte F1, c'est combien en moyenne chez toi? Alors, on va parler argent si tu veux. C'est pas compliqué. Sur le remplacement d'un embrayage F1 complet, si tu le fais comme il faut le faire, vraiment, dans les règles de l'art, à aujourd'hui, en 2026, sur une Gran Turismo, il faut compter aux environs des 7 000 euros. Alors, il y en a, ils vont dire: ah, mais moi, j'ai trouvé moins cher. Alors, c'est pas que c'est moins cher, c'est que c'est pas la même prestation. Je vais faire un petit parallèle. C'est comme quand tu vas au restaurant et que tu prends juste le plat du jour. C'est moins cher que si tu prends entrée, plat, dessert, le petit café, le petit verre de vin. Donc, il faut savoir que nous, on change systématiquement l'intégralité des pièces. J'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Donc, ça va partir du joint-spi du vilebrequin, du volant moteur, des vis, des rondelles, des roulements, du mécanisme d'embrayage, bien évidemment, mais des vis et des rondelles également, de la butée, du capteur F1, etc., etc. Donc forcément déjà, si tu changes pas ta butée, si tu changes pas ton volant moteur, si tu changes pas ton capteur F1, eh ben tu vas te retrouver avec en effet un devis bien moindre. Mais tu verrais le nombre de voitures que je récupère avec des problèmes F1 parce que les embrayages ont été mal faits, ils n'ont pas remplacé toutes les pièces. Donc là encore, une fois, on revient sur la légende de la boîte F1 qui a beaucoup de problèmes. Ben oui, mais quand un embrayage a été fait il y a 2 ans et qu'ils n'ont pas fait par exemple la butée, eh ben tu te retrouves avec une butée qui fuit. Quand tu te retrouves avec un embrayage qui a été fait il y a 8 mois, avec tout ça, je l'ai vu en atelier, avec un capteur F1 qui rend l'âme, mais sur une Gran Turismo, il faut tout redéposer pour aller changer le capteur F1. Hein, quand tu vois un mec qui te dit: mais moi je comprends pas, j'ai changé mon embrayage, il y a 20 000 km, il est déjà mort. Oui, sauf qu'ils n'ont pas fait le volant moteur et que le volant moteur il était rincé, donc forcément il a usé prématurément l'embrayage. Donc quand on le fait, il faut le faire bien et il faut tout faire pour pas être embêté. Ça, c'est extrêmement important et c'est un point qu'il faut sans cesse rappeler. D'accord. Et l'entretien courant, vidange, boîte, révision, sur quel poste est-ce qu'il faut prévoir un budget particulier par rapport à une voiture classique? Sur l'entretien classique, en vérité, il n'y a pas vraiment de choses qui diffèrent d'une autre voiture. Bien évidemment, il faut faire un passage au garage chaque année. Hein. Souvent, on a, voilà, l'argumentif, c'est: ah, mais j'ai pas fait ma révision depuis 4 ans, mais je roule pas beaucoup. Ouais, mais lui, il a 4 ans. Tout le reste a 4 ans. Donc, ça peut s'entendre sur certains points, mais pas sur d'autres, et encore moins sur les fluides. Un point souvent qui est négligé sur les Gran Turismo en boîte F1, c'est la vidange, bien évidemment, de l'huile de boîte, que je conseille de faire tous les 3 ans maximum. La vidange de l'huile hydraulique du circuit F1 aussi, parce que si on a en effet un embrayage qui dure très longtemps, ben, quand on a une voiture qui a 15 ans, si elle a toujours la même huile hydraulique dans le circuit F1 depuis 15 ans, ben, ça peut poser aussi des problèmes. Le liquide de refroidissement, comme il n'y a pas de remplacement de pompe à eau en soi, puisque c'est une chaîne de distribution et que la pompe à eau est extrêmement fiable et solide, pensez à remplacer votre liquide de refroidissement qui peut, avec le temps, abîmer des éléments du moteur. Ça, c'est très important. Donc, en fait, il faut faire un entretien suivi chez un spécialiste qui connaît parfaitement ses voitures. Et à partir du moment où l'entretien il est bien fait par un spécialiste qui suit la voiture, en général, les clients, les propriétaires sont super contents et satisfaits de leur voiture et ils n'ont aucun problème de fiabilité, si ce n'est des problèmes communs après à toutes les marques, bien évidemment. Maintenant, la grande question, celle que tout le monde se pose avant d'acheter une grande Turismo, boîte F1 ou boîte ZF?
Si tu devais résumer le match en quelques mots. Alors déjà, il faut savoir que la boîte ZF est une excellente boîte à vitesse automatique. Ça, on peut presque rien lui reprocher. Par contre, ce qui est clair, c'est que l'équilibre de la voiture entre une boîte F1 et une boîte ZF va être extrêmement différent, puisque la boîte ZF va être positionnée directement après ton moteur, donc tu vas avoir le poids sur l'avant, alors qu'avec une boîte F1, on est sur un système dit transaxle, c'est-à-dire que tu vas avoir la boîte qui va être derrière. Donc déjà, rien que sur l'équilibre de la Gran Turismo, qui est quand même une voiture assez lourde, assez imposante, tu as un équilibre qui est bien meilleur sur la boîte F1. Dans les commentaires, certains adorent la boîte F1 pour les sensations et d'autres conseillent systématiquement la boîte ZF pour la fiabilité. Toi, tu conseilles quoi selon le profil du conducteur? Mais clairement, c'est deux salles, deux ambiances, hein, ZF ou F1. Donc en effet, la boîte ZF va correspondre à une certaine clientèle, plutôt pépère, j'ai envie de dire, et aussi souvent des primo-accédants en fait qui arrivent dans la marque et qui ont peur de la boîte F1 à cause de sa mauvaise réputation qui n'est pas fondée. Ça, j'insiste là-dessus. Après, évidemment, la boîte F1, mais elle est incroyable. Je veux dire, quand tu achètes une voiture comme ça, c'est pour prendre plaisir. Donc, à un moment donné, la boîte F1, elle est extraordinaire. Elle te donne des sensations incroyables, des passages de vitesse, de rapports ultra violents qui vont te faire claquer le pont quand tu es à 6 ou 7 000 tours et que tu passes ton rapport supérieur avec l'accélérateur à fond, le pied dans le phare. Mais c'est des sensations qui sont exceptionnelles. D'ailleurs, Ferrari n'a jamais monté de boîte ZF dans ses autos. Dans cette génération-là d'autos, ça a toujours été des boîtes F1. C'est qu'il doit bien y avoir une raison quand même. Moi, tu l'auras compris, je suis quoi qu'il arrive profondément pro boîte F1. Et en termes de coût global sur la durée, est-ce qu'on peut dire que la boîte ZF revient moins cher à posséder? Alors là, oui, clairement, en termes de coût d'entretien, c'est la boîte ZF qui gagne le match. C'est sûr que elle n'a pas d'embrayage à remplacer. Il y a un entretien qui est moindre. Il faut bien évidemment quand même l'entretenir et la vidanger. Mais oui, c'est sûr que le coût est moindre. Mais après, la question qu'il faut se poser, c'est quand j'achète une voiture passion, quand j'achète une voiture plaisir, est-ce que je regarde l'économie? Parce qu'à ce moment-là, on peut dire, ah oui, mais une Maserati, ça consomme. Bon, ben, t'as qu'à acheter une Twingo, parce que ta Twingo va te coûter moins cher en entretien, et elle va te coûter moins cher en consommation de carburant. Mais tu veux quoi? Tu veux prendre du plaisir. Donc en fait, c'est ça. Bon, ceux qui veulent partir sur une boîte ZF, il faut qu'ils partent sur une boîte ZF. Mais ceux qui hésitent entre une ZF et une F1 uniquement à cause du coût, uniquement à cause de ci, uniquement à cause de là, mais vous allez le regretter de ne pas prendre une boîte F1. Éclatez-vous, on n'a qu'une vie, si vous pouvez le faire. F1 Power à mort! Dernier grand sujet, les conseils pour quelqu'un qui veut acheter une Grande Turismo boîte F1 d'occasion. Quels sont les points absolument à vérifier avant de signer? Alors les conseils d'achat, est-ce qu'il faut vérifier? Il faudrait une vidéo entière évidemment pour tout détailler, ce serait beaucoup trop long. Il faut vérifier les choses classiques dans le cadre de n'importe quel achat d'un véhicule d'occasion. Il faut être bien sûr vigilant, mais si on commence à tout détailler, on n'est pas arrivé. Mais voilà, les vérifications d'usage. Un dernier conseil pour rassurer et mettre en garde ceux qui hésitent encore? C'est un achat passion, c'est un achat coup de cœur. Si tu peux le faire financièrement, évidemment, faut pas se mettre en danger financièrement pour une voiture, mais si tu peux le faire, mais fais-le, fais-le, tu le regretteras pas, ça va te procurer une joie et du bonheur incroyable. Moi, j'ai la chance de rouler tous les jours dans des Ferrari et des Maserati, et je ne m'en lasse pas, et je trouve ça incroyable. Maintenant, si tu hésites entre une boîte F1 et une boîte ZF, pose-toi la bonne question. Qu'est-ce qui va te faire le plus plaisir? Ça peut être la ZF, mais si c'est la boîte F1, prends une boîte F1, tu ne le regretteras pas. Achète la bonne voiture, mais tu le regretteras vraiment pas. Le problème, c'est que si tu achètes une boîte ZF et que tu le regrettes, finalement, tu vas être obligé de revendre la boîte ZF pour t'acheter une boîte F1. Eh bien, merci beaucoup Nicolas, c'est exactement le genre de réponse claire et honnête dont les gens avaient besoin. Pour ceux qui veulent faire appel à toi ou à tes vidéos, je mets tous les liens en description. Et si cette interview vous a été utile, n'hésitez pas à la partager à ceux qui se posent les mêmes questions. Et si ça vous a plu, on refera d'autres vidéos avec Nicolas sur Maserati. Merci encore à Ital Passion de m'avoir laissé la possibilité de m'exprimer. C'est vraiment super sympa. Et moi, je te dis à très bientôt. Allez, à bientôt!